Bien, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, le gros mot a été prononcé. Vous venez d'évoquer la notion de SNOP. On va parler effectivement de SNOP, mais comme vous l'avez signalé, pas que. L'objectif de cette scène qui intervient après tout un long parcours aujourd'hui sur du pilotage de supply chain, j'entendais tout à l'heure des indicateurs chez Schneider, ça va être effectivement de faire le lien entre performance supply et performance financière, considérant que peut-être la supply de demain, la supply chain de demain, eh bien, elle a levé ce verrou, elle a levé cet obstacle et elle a renforcé la capacité à travailler et articuler le dialogue entre les directeurs administratifs et financiers, les directeurs supply chain et les directions générales. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'on a un certain nombre d'écueils en la matière, de freins, non pas qu'on tâtonne, non pas qu'on stagne, mais quand même qu'on a des progrès à faire pour dépasser ce cadre-là et pour redynamiser un petit peu cette vision-là. Pour cela, 4 personnes avec nous. Alors, on va commencer, et la structure de la table ronde, je vais les présenter dans un instant, hein, mais ça sera en 2 temps. Dans un premier temps, on s'appuiera sur un cas d'entreprise, une relation d'entreprise entre Onduline et Anaplan. Onduline, je vous laisserai présenter un petit peu l'entreprise et sa situation sur le marché, et Anaplan pareillement. Anaplan étant l'outil qui leur permet finalement de rendre possible un certain nombre de choses qu'on a évoquées, d'articulation entre finance et supply chain. Et puis dans un deuxième temps, après cette présentation articulée, dialogique finalement entre Anaplan et Onduline, eh bien Pascal Quérault continuera et évoquera un petit peu sa vision, et on s'appuiera avec Pascal sur un ouvrage qu'on a présenté, et Valérie Maclès, vous souhaitez qu'on le représente, sur un ouvrage justement de performance supply chain, performance financière, et on vous montrera un petit peu les perspectives que l'on pense intéressantes pour dépasser ce dialogue-là. Alors, Thomas Forest, donc, qui est directeur supply chain de Onduline, Maxime Fifs, qui est directeur du contrôle de gestion de Onduline également, Vincent Roux, qui est chez Anaplan, senior consultant chez Anaplan, et Pascal Quérault, qui est récemment chez JLL, mais peut-être que tu nous repréciseras cette situation. Pour commencer, peut-être quelques mots, puisqu'on va commencer par ça, quelques mots pour situer au départ Onduline et partir donc de cette réflexion supply chain. Comment chez Onduline vous avez commencé à réfléchir sur la supply, les outils, mais avant tout, peut-être présentez-nous Onduline. Ok, donc Onduline, on est un groupe français, une ETI qui fait à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 1500 personnes. On a 9 sites de production, répartis un peu partout dans le monde. On fabrique des solutions pour toitures légères et on vend dans une centaine de pays à travers une quarantaine de filiales. Donc on a la particularité d'avoir une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'international, à peu près 85%, sur des marchés un peu compliqués, type Russie, Turquie, Indonésie, Brésil. Voilà. Globalement, ce que vous disiez tout à l'heure, Onduline, c'est une très grosse PME, une entreprise qui a une implantation internationale, mais qui a encore des logiques de fonctionnement un peu de très grosse PME. C'est ça. Alors, jusqu'en 2006, on était une entreprise familiale, et en 2006, on s'est fait racheter par un fonds d'investissement. Donc, on a des actionnaires qui sont très demandeurs en termes de reporting et d'analyse de données. Donc, on a aussi besoin de systèmes performants. Alors, Thomas Forest, vous êtes directeur supply chain de cette entreprise. Peut-être nous présenter un petit peu les contraintes opérationnelles. D'abord, peut-être préciser, parce que c'est un sujet qui a été évoqué depuis ce matin, on parle de supply chain, on parle de supply chain manager, mais le périmètre des fonctions est parfois très très différent. Donc peut-être nous préciser le périmètre que vous couvrez derrière votre intitulé de directeur supply chain, et ensuite revenir à ce qu'on évoquait, donc les contraintes plus opérationnelles. Oui, d'ailleurs, vous m'avez un peu promu un peu vite, parce que la direction supply chain n'existe pas chez Onduline. L'entreprise se cherche encore. Bonjour, chers camarades. J'ai le titre supply chain manager. Pour compléter l'introduction qu'a fait Maxime, effectivement, pendant 60 ans, l'entreprise a été monoproduit avec, j'exagère un petit peu, mais c'est pour marquer les esprits, monoproduit en gros avec 10 SKU et quelques usines, et livrait des camions complets. Et le produit que nous fabriquons, qui est une plaque de toiture, en gros, ça partait tout seul comme des petits pains. Les usines ouvraient le 1er janvier, fermaient au 31 décembre.
la capacité crachée à fond et ça permettait d'absorber le très fort pic de saisonnalité sur l'été. Depuis 10-15 ans, le nombre de SKU a été multiplié par 12 ou 13. L'entreprise a acquis une société, donc 2 usines aux États-Unis, a construit des usines, est rentré dans différents marchés. Et donc le portefeuille de produits s'est complexifié, les flux se sont complexifiés. Et l'entreprise s'est toujours cherchée un petit peu autour de sa fonction logistique. Et cette notion de supply chain est assez nouvelle chez Onduline. Et encore, les concepts, la définition reste encore assez mal connue. Donc le périmètre que je couvre aujourd'hui, un peu dans cette fédération de filiales et d'usines qui sont très très indépendantes, où les fonctions logistiques sont très locales et répondent à des questions très différentes. Vous imaginez bien que la livraison par camion de notre usine polonaise en Allemagne n'a rien à voir avec la situation de nos amis en Asie qui ont l'usine en Malaisie et qui sourcent sur 1 millier d'îles en Indonésie. Donc les chaînes logistiques sont très localisées. Le périmètre que nous couvrons au niveau du groupe, et là où on a vraiment du travail et du challenge, et donc besoin d'outils et de bien se parler avec le reste de la direction, c'est le pilotage des flux, de la planification, l'ADV export, qui est assez complexe et technique, et le master data. Bien, on est, comme vous venez de l'expliquer, on est bien sur ce périmètre de démarche SNOP qui est en phase de structuration donc chez Onduline. Maxime, peut-être un mot sur les attentes qu'il y avait globalement derrière cette démarche-là, attentes au niveau supply et puis aussi au niveau du contrôle de gestion que vous incarnez au niveau financier. Et on passera ensuite la parole à Vincent pour dire comment un appelant a permis de répondre à ces attentes-là. Au niveau financier, on avait à peu près les mêmes problématiques que la supply, donc on gagnait beaucoup d'argent. On a gagné beaucoup d'argent, donc pas besoin d'avoir un contrôle gestion performant. Et depuis quelques années, on a eu quand même besoin de mieux développer nos suivis de rentabilité, notamment combien on gagne sur chaque marché, par produit, par canal de distribution. Parce qu'on développe aussi, avant on vendait beaucoup à des clients distributeurs, maintenant on vend plus à des grandes surfaces de bricolage, donc des clients plus compliqués. Donc au niveau du controlling aussi, on a dû pareil s'outiller et développer les indicateurs. Oui, c'est à la fois du pilotage, déjà ce qui est en train d'émerger, à la fois des démarches SNOP tout à fait classiques, mais derrière comprendre comment on va générer de la rentabilité selon les clients. Tout à l'heure, il y avait une table ronde qui parlait d'omnicanalité. C'est vraiment cette approche, c'est être capable de tracer la valeur créée en fonction de chaque canal ou en fonction de chaque client et être capable de voir si on marche. Ou en fonction de chaque site de distribution. Bien entendu, en fonction effectivement des sites de distribution. On a des prix de revient qui sont différents, qu'on source en Espagne, qu'on source en Pologne ou en Russie. Alors, Vincent, par rapport à ça, en quoi Anaplan, et peut-être présentez-nous un petit peu Anaplan, la société et le produit, quelle a été la réponse d'Anaplan, ou en tout cas la solution que vous avez apportée par rapport à Onduline? Alors l'idée d'Anaplan, Anaplan c'est une solution, on est éditeur de logiciels, c'est une solution qui couvre l'ensemble des processus de planification de l'entreprise, pas seulement le SNOP, donc le SNOP inclus, mais pas seulement le SNOP, mais aussi les processus finance, vente, marketing et ressources humaines. Dès lors qu'il y a de la planification, l'agilité de la plateforme permet de couvrir mes problématiques de planification. Et surtout, donc vous voyez quelques cas d'usage ici sur le slide, et surtout, l'énorme intérêt d'Anaplan, ça va être de pouvoir connecter, parce qu'on est sur une seule plateforme qui couvre l'ensemble de ces sujets de planification, une seule plateforme technologique, et ça va être de pouvoir les connecter en temps réel pour que, en effet, les outputs d'un processus SNOP, les projections d'un processus SNOP permettent d'aller nourrir les éléments du PNL, côté finance, ou alors aller nourrir, ou alors s'abreuver de ce qui pourrait être fait côté marketing, ou côté vente, ou en général, ça c'est la dernière étape, la partie workforce planning, donc côté ressources humaines. Mais voilà, donc l'idée d'Anaplan, ce qu'Anaplan va apporter à ses clients, c'est déjà d'avoir une seule plateforme ultra connectée qui permet de connecter l'ensemble de ces briques de l'entreprise et surtout une énorme flexibilité et c'est le cas d'Onduline qui aujourd'hui
se construit, et notamment construit sa fonction supply chain avec le temps. L'énorme avantage, c'est qu'on est très très peu IT dépendant quand on utilise Anaplan, et que du coup, Onduline développe de manière autonome, enfin les métiers chez Onduline développent de manière autonome les différentes briques qui vont constituer le SNOP au fur et à mesure, sans avoir la latence de la disponibilité de l'éditeur, parce qu'ils sont globalement très autonomes sur le développement, et sans avoir à attendre la disponibilité de l'IT. Donc c'est une solution qui est extrêmement accessible et qui permet à Onduline de faire progresser son modèle au fur et à mesure que Onduline gagne en maturité supply chain. Et s'ajoute à cela, évidemment, la connexion permanente entre la supply et la finance. Vincent, on reviendra tout à l'heure, parce que quand on préparait il y a quelques instants encore la table ronde, on reviendra tout à l'heure sur la relation potentielle par rapport à un autre dossier que vous traitez aux États-Unis chez Coca-Cola, entre SAP et Anaplan, parce que c'est clair qu'on a l'impression que c'est un ERP, mais ce n'est pas un ERP, et il faudra préciser cette notion. Je pense qu'elle pourra vous intéresser aussi sur les fonctionnalités et la différence qu'il peut y avoir entre SAP, un ERP au sens classique, et ce type d'outil. Alors, Thomas, comment on utilise Anaplan et comment vous avez déployé Anaplan d'un point de vue supply, comment vous l'avez mis en œuvre, à la fois en termes de pilotage de supply qu'on a vu, mais surtout comment on anime et comment on fait vivre la performance ensuite. Sur la partie supply, il y a 2 temps dans l'histoire d'Anaplan chez Onduline. Donc, comme l'a dit Maxime, c'est arrivé par la finance. Et il y a eu un effet d'aubaine où rapidement on a vu que sur Anaplan, on disposait donc, de la place pour charger de la donnée et construire du reporting. Donc on a commencé par charger les stocks et rapidement à mettre la prévision d'achat de nos filiales pour nos usines. Ça, c'est le premier temps. Dans le deuxième temps, le SNOP, lui, qui est venu du terrain, on va dire, sur le constat que les flux se complexifiaient et qu'on avait besoin de visibilité. Et donc la direction a dit, nous ne pouvons plus faire l'épargne de ne pas avoir un processus intégré et un processus SNOP, donc il faut le lancer. Donc Thomas, garde à vous, tu vas le faire. Mais ça tombe bien, j'étais volontaire et ancien militaire, donc le garde à vous m'allait très très bien. Et j'ai rapidement regardé les armes que j'avais dans les mains, et mon arme favorite, Anaplan. Donc ce que je suis en train de porter et de déployer, donc c'est cette phase 2 sur Anaplan, c'est la structuration de la demande review. Donc on consolide l'ensemble des prévisions d'achat de nos filiales pour les usines chaque mois. Comme c'est dans Anaplan que nous avons le budget, que nous avons l'historique des ventes, nous commençons à mesurer l'adhérence de nos prévisions par rapport au budget, par rapport aux ventes historiques. Là, on n'est pas encore très fort, c'est sur la gestion, en tout cas dans Anaplan, des lancements de nouveaux produits. Deuxième étape du processus SNOP que nous sommes en train de construire, et en tout cas de développer et de faire rentrer dans la culture Onduline. Parce que vous savez que Warren Buffett, qui parle toujours très bien, disait « Les chaînes de l'habitude sont très légères, mais au moment où on veut changer, elles deviennent très très lourdes. » Donc on met un petit peu de temps à amener cette structuration du SNOP autour d'Anaplan. Mais ça nous aide beaucoup parce qu'on fait des visioconférences où tout le monde est sur Anaplan. Donc il y a un seul chiffre, une seule vérité, un seul écran. Donc en termes de langage commun, de forum de discussion, c'est vraiment un très bon outil pour faciliter nos échanges et pour qu'on puisse apporter de la matière grise sur ce qui se passe. Et donc je suis en train de construire la supply review avec les usines et on est en train de mettre en place un macro-planning de production qui est révisé tous les mois sur les 3 mois à venir. On fait la méthodologie classique du SNOP sur la base de nos prévisions d'achat, et ça permet à tout à chacun dans l'entreprise, des patrons de région, à la finance, de regarder un petit peu ce qui se passe en termes de stock projeté, de macro-planning de production, en sont les prévisions d'achat. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, ma prochaine étape, c'est de monter d'un niveau la maturité de l'outil en ayant la projection de la prévision et des scénarios au moins jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire sur la maille du budget qui est la maille annuelle, et j'espère demain le faire sur 12 à 24 mois. Alors on est sur de la prévision, des marchés SNOP effectivement tout à fait classiques, avec des prévisions qui sont échelonnées, qui sont renégociées, qui sont à une maille mensuelle. Mais d'un point de vue atterrissage d'activité sur le plan financier, comment vous faites au niveau du contrôle de gestion pour corriger, pour traduire ces indicateurs en indicateurs financiers aussi ?
Alors, niveau finance, on travaille avec la supply chain, notamment sur l'allocation des volumes, des prévisions de vente par marché. Donc, on fait d'abord un budget. Donc, les usines ont leur volume à produire sur l'année. Puis, on fait des reforecasts, on corrige éventuellement, on corrige ces allocations d'une usine à l'autre. Donc, derrière, en finance, on mesure l'impact que ça a sur le PNL et sur les stocks. Cette discussion, elle est réalisée entre quel type d'acteurs dans l'entreprise? C'est au niveau de la finance, du contrôle de gestion, en lien avec les opérations, en lien avec la supply, les achats. Qui est concerné par cette discussion? Principalement l'industrie, la supply et le contrôle de gestion, la finance. Avec une visibilité pour les responsables de région. Alors l'avantage on a un outil qui est collaboratif, donc on peut partager facilement l'information. On peut modifier facilement, la modifier facilement aussi. Donc ça nous fait gagner aussi beaucoup de temps et d'efficacité. Ouais, puis il y a la force de la mobilité. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une discussion par téléphone avec notre directeur Europe qui était à l'aéroport. Il était sur son iPad, sur un appelant. Il dit le chiffre, machin, la prévision d'achat de tel qui a compte, où est-ce qu'on en est, machin. On commence à avoir des discussions très intéressantes et en fait, plutôt que de passer la moitié de notre temps à collecter la donnée, à voir si elle est juste, à la transformer, parce qu'entre le type qui va donner sa production, ses stocks dans une unité de mesure, celui qui va le donner dans une autre unité de mesure, on va recevoir des fichiers Excel différents, je vais en avoir en russe, en turc, en indonésien. On n'a qu'une seule vérité sur un appelant. Et ça nous permet de discuter le business. Et c'est vraiment un fort atout, parce que pendant ce temps-là, on a notre DG, les actionnaires qui frappent à la porte et qui disent où en sont les stocks, où en est l'impact sur la marge de votre cuisine supply chain et de vos allocations de production, et qu'est-ce que ça me rapporte, qu'est-ce que ça me coûte. Où en est votre cuisine au niveau de la supply chain? C'est un discours qui est intéressant de la part d'une direction générale. Où en est votre cuisine? Mais qu'est-ce que ça me rapporte et qu'est-ce que ça me coûte? C'est vraiment ce langage commun entre DAF, entre direction supply chain, et le regard d'une cuisine au départ, c'est quand même pas inintéressant. Au niveau d'Anaplan, on évoquait tout à l'heure les autres clients que vous pouvez avoir. Je voudrais deux mots, peut-être un mot sur ces autres clients et le lien qui me paraît intéressant entre des ERP tout à fait classiques et Anaplan. Et deuxième chose, sur les modules financiers. Comment je peux faciliter ce langage partagé, ce dialogue entre DAF et direction supply chain? Alors déjà sur l'exemple dont on discutait plus tôt, c'était en effet sur Coca-Cola aux US, qui est un bon client Anaplan. Ils ont toute leur supply chain intégrée sur Anaplan et une roadmap extrêmement touffue, on va dire, justement parce que finalement la facilité qu'on va avoir à développer des use cases dans Anaplan est extrêmement virale dans l'entreprise. Et l'idée par rapport au lien avec SAP, c'est que Anaplan finalement va venir récupérer l'essentiel de la donnée, de la metadata et de la donnée d'historique, etc. sur SAP. Anaplan a l'avantage d'avoir cette flexibilité qu'une structure comme SAP ne présente pas, et SAP devient dans ce type d'organisation finalement l'exécutant, c'est-à-dire qu'il envoie de la donnée à Anaplan, le pilotage se fait sur Anaplan renvoie l'output et l'exécution se fait par le biais des SAP. Ça va souvent être ce type de schéma-là. Ce qui est intéressant sur le lien, ce qui est intéressant aussi avec la flexibilité qu'on a, c'est que finalement le lien entre supply et la financiarisation de la supply chain et le lien entre supply et finance peut se faire au gré de la structure de l'organisation de l'entreprise dans laquelle on est, c'est-à-dire que typiquement chez Coca-Cola, le cas d'usage, c'était pour la collaboration finance et supply, c'était qu'ils sont passés entre fin des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, donc en quelques années, ils ont fonctionné avec 1 à 2 embouteilleurs pendant près d'une centaine d'années chez Coca. Et tout à coup, diversification oblige et un gros ramassage médiatique sur les sodas qui fait qu'ils ont dû se diversifier. Ils sont passés tout à coup à peu près 70 sociétés d'embouteillage en l'espace de quelques années. Ça a énormément complexifié la supply chain et augmenté les coûts opérationnels liés à la supply de manière énorme, et du coup la supply, en sortie du processus SNOP qui contraint la demande, etc., est aussi tenue
est aussi tenu de rendre des comptes et de projeter finalement toute la partie et fournir à la finance toutes les projections de dépenses opérationnelles, d'OPEX qui vont impacter la finance. Et finalement, la supply est un énorme fournisseur de données pour la finance, pour aller faire toute cette partie OPEX planning. Voilà. Je peux ajouter quelque chose ? Bien sûr. Il faut aussi que la supply fasse l'effort de parler le langage du financier. Parce que quand le financier demande ça me coûte combien, à vue de nez 3 palettes, on voit bien qu'on ne se comprend pas, quoi. En revanche, avec un appelant, donc nous, mon processus SNOP, il n'est pas encore bien financiarisé, je dirais, en temps réel, parce qu'on est en train de construire les modules, de les éprouver, et puis il faut laisser le temps au temps. En revanche, dans un appelant, je vois bien que, comme la donnée financière est accessible, petit à petit, on voit bien que mes équipes et mes correspondants commencent à s'imprégner d'un discours financier. Et là où la réponse auparavant était assez brutale et ne sortait pas du domaine logistique, on commence, quand on vient avec une proposition de scénario, de supply, de route logistique, on commence enfin à sortir des chiffres, parce que ça vient d'un appelant et que c'est la source unique de la donnée. On commence à dire, eh bien messieurs, on va vous proposer tel plan pour soulager telle usine, pour aller plus vite en livraison de telle filiale, et impact stock plus 2%, impact cash, on pense plus XK euros, impact EBITDA, on va penser moins XK euros. Et là, ça commence à faire des discussions très intéressantes et qui, quelque part, renforcent la fonction supply chain en rôle de facilitateur de communication entre tous les départements de l'entreprise. Et le patron, il commence à dire, d'accord, je comprends que tous ces flux, qui de loin me semblent une contrainte, en fait, il y a également du gisement de valeur. La capacité à traduire des indicateurs supply en éléments financiers, ça c'est tout à fait essentiel. Pascal, je vois un compte à rebours d'ailleurs qui m'inquiète un petit peu parce que entre le timing initial et le timing tel qu'il a été finalisé là, il y a sans doute eu un petit changement. C'est notre compte à rebours à respecter les 3. Oui. Voilà, juste pour finaliser ça, on va s'adapter si c'est celui-là, mais c'est une évolution du temps qui est un peu divisée, donc on va gérer ça un peu par deux, donc un peu par deux quand même. Pascal, je te laisse... Du coup, je vais essayer d'être synthétique. On s'est trompé dans la prévision de temps. Voilà, désolé. c'est ça, c'est de la prévision de temps. Non, ce qui me paraît très intéressant, moi, dans cette expérience-là, c'est qu'on est dans un cas où, justement, il y a un début de coordination entre performance opérationnelle et performance financière. Et ce qu'on voit, nous, dans les entreprises en tant que consultants, c'est qu'il y a souvent un manque de coordination entre la performance financière qui est suivie par les financiers, que ce soit directeur financier ou directeur du contrôle de gestion, et les performances opérationnelles suivies par les différentes fonctions opérationnelles de l'entreprise. Et pour moi, ce sujet-là vient de deux raisons. La première, c'est que c'est lié même à la définition de la création de valeur dans l'entreprise. Aujourd'hui, la création de valeur dans l'entreprise, elle est très axée sur la profitabilité des processus, c'est-à-dire le résultat d'exploitation. Et on occulte très souvent que le deuxième volet de la création de valeur, c'est la rentabilité des capitaux engagés pour l'actionnaire. Et là, c'est différents paramètres qui sont suivis. C'est bien sûr les immobilisations, mais aussi le BFR. Donc ça c'est la première raison. Et ensuite, la seconde raison, c'est que dans l'entreprise, c'est quasiment un argument que j'ai honte de citer, mais qui est un constat que j'ai honte de reporter. Mais ce qu'on voit bien dans toutes les entreprises, c'est qu'on est encore à suivre dans toutes les fonctions de l'entreprise des indicateurs de pilotage qui sont spécifiques à chaque fonction et dont certains sont même contradictoires avec l'objectif global de l'entreprise. Et donc la question, c'est justement comment on peut arriver à trouver du sens à ces indicateurs par rapport à un objectif de performance globale de l'entreprise. Pour approfondir un petit peu, mais vous avez vu qu'en renégociant un petit peu, je viens de gagner 3 minutes, donc je vais peut-être non pas être tenté de recommencer, mais on va quand même être synthétique. L'idée, c'est un peu dans ce que vous avez mis en place, hein, c'est ce qui était évoqué aussi tout à l'heure, l'omnicanalité, comment je vais percevoir ma rentabilité sur chaque client en fonction de chaque canal. Comment on peut essayer de développer des méthodologies pour essayer de rendre compte de la rentabilité canal par canal, client par client, pays par pays, et en tout cas, comment on peut construire ce type de réflexion à l'échelle de l'entreprise ?
Nous, ce qu'on pense, c'est qu'une des premières actions, et ça permet justement de concilier ces deux approches, je parle de l'approche financière et de l'approche opérationnelle, c'est de repartir de la notion de création de valeur. Alors dans le livre qu'on a écrit ensemble, on a parlé d'une notion d'arbre de la valeur. Arbre de la valeur, si je pars à gauche sur la création de la valeur, on va avoir donc les deux leviers dont je parlais, c'est-à-dire la rentabilité des capitaux, donc, dont les deux sous-leviers sont l'actif immobilisé et le BFR. Et de l'autre côté, sur le résultat d'exploitation, de la même façon, on va pouvoir décomposer tous les éléments de cette chaîne de la valeur, aussi bien par rapport au chiffre d'affaires, qui est la constitution d'un prix multiplié par une volumétrie, un mix de références, mais aussi toutes nos charges d'exploitation. Et le but, c'est de construire ça entre la finance et les services opérationnels pour déterminer à chaque niveau de cet arbre de valeur quels sont les leviers d'action que l'on peut mettre en commun pour pouvoir fournir un levier d'action global pertinent dans l'entreprise. Ce sont des cas effectivement sur lesquels on avait travaillé. On s'apercevait qu'un certain nombre d'entreprises avec lesquelles on pouvait échanger n'avaient finalement aucune idée de la création de valeur intrinsèque, produit par produit, marché par marché, parce qu'il y avait des effets de partage de coûts, de mutualisation de coûts. Et très clairement, le résultat analytique, eh bien, il n'était pas tracé, il n'était pas établi. Et on prenait des décisions, des arbitrages qui étaient ensuite effectués, qui étaient des arbitrages qui ne permettaient pas de mesurer cette création de valeur. L'idée des arbres de valeur, ça participe complètement de ça. Est-ce que tu veux... Je dirais qu'en plus, si on fixe un cadre plus général, au-delà des aspects purement économie de l'entreprise, ça permet de resituer l'entreprise par rapport à son client. C'est-à-dire, de fait de décliner sur les objectifs stratégiques, dans cette démarche-là, on va aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on doit délivrer au client en termes de valeur sur un produit ou sur un service. Et donc, ça permet de ne pas perdre la vision du client. Et c'est ce qu'on reproche souvent d'ailleurs aux prestataires en général, hein, qu'ils soient logistiques ou transporteurs, c'est de vouloir absolument, par tous les moyens, rentabiliser leur activité sans prendre en compte les enjeux de leurs clients. Donc, ça permet de faire d'avoir une approche globale. Alors, cet élément, il est essentiel parce que ça veut dire que aujourd'hui, dans des environnements, je ne vais pas reprendre les poncifs, mais qui sont plus complexes, qui sont plus instables, avec des approches clients qui sont très très différentes, avec du digital, etc., on a besoin de tracer la rentabilité intrinsèque, canal par canal, client par client. Et ça, très honnêtement, aujourd'hui, vous suivez des indicateurs globaux de compte de résultats, vous avez des chiffres qui sont très bons au niveau d'Onduline, et donc on voit une rentabilité globale qui est très intéressante. On parlait tout à l'heure, je vous entendais au niveau de Schneider, il y a des chiffres globaux qui sont très bons, mais derrière, savoir produit par produit, une nouvelle fois client, marché par marché, quelle est la rentabilité, on a besoin d'un contrôle de gestion qui permette de tracer cette performance et d'apporter les bons résultats. On a besoin d'un langage et un appelant quelque part qui permet de fixer ce cadre-là, qui soit partagé, qu'on ne passe pas trop de temps à chercher l'information, mais qu'on passe plus de temps, c'est tout ce qui va avec le SMART, hein, à l'analyse de l'information et à prendre les bonnes décisions. Si les démarches SNOP sont pertinentes, ce qui est encore plus important, c'est l'atterrissage d'activité, c'est le pilotage de la performance. Pour conclure, ce que l'on évoque également d'un point de vue plus organisationnel, quand on évoque la communication entre DG, entre direction supply chain et DAF, c'est finalement changer la vision de l'organisation. Changer la vision de l'organisation, nous sommes ici dans une journée dédiée au supply chain, dédiée à la supply chain métier, mais peut-être qu'il y a une deuxième supply chain qui existe dans l'entreprise. Peut-être qu'il faut considérer, pour mieux dialoguer avec les DAF, que les DAF sont aussi des supply chain managers. Ils pilotent une supply chain qui est extrêmement particulière. Leur métier a changé. Il y a 10 ans, 15 ans, on avait des sources de financement qui étaient relativement uniques. On allait sur des marchés bancaires ou sur des marchés financiers. Aujourd'hui, le crowdfunding et toute la diversité des sources de financement, ça veut dire qu'il faut aussi peut-être percevoir leur métier comme un métier de flux, une approche en termes de flux, savoir où sont mes fournisseurs de capitaux, savoir comment j'utilise ces capitaux, comment je les utilise dans mes actifs, dans mon bilan, dans mon haut de bilan, si j'ai des entrepôts, si j'ai des usines, ou au contraire si je suis sur des modèles sans actifs, comment je vais dialoguer en permanence avec ma supply pour piloter les opérations, affecter mes stocks, gérer mon BFR,
et finalement développer cette représentation de l'entreprise au travers de 2 supply chains articulées qui dialoguent en permanence. Une supply chain métier, c'est celle qui nous occupe, c'est celle que nous pratiquons, qui est financiarisée de plus en plus avec un certain nombre d'indicateurs, mais aussi une supply chain finance, et ça c'est le métier des DAF, et finalement le métier des DAF c'est de plus en plus un métier de supply chain également. Et si on développe ce type de représentation, alors le dialogue devrait être facilité. La voie est longue, mais sur la supply chain de demain, c'est sans doute les principaux enjeux. Merci, on a à peu près respecté là finalement. Bravo. Merci à vous.